Il n'y a pas besoin d'applaudir maintenant, là. En plus, c'est pas moi vraiment qu'il faut applaudir. Merci beaucoup d'être présent à cette séance. Alors d'abord, c'est série et politique, mais série et politique américaine, enfin, série américaine et politique américaine plus précisément. Alors si on peut s'entendre sur le fait que toute série, toute œuvre est politique, on va essayer de ne pas trop s'éparpiller en abordant durant cette séance que des séries traitement ouvertement ou directement de politique, ou de séries dont le traitement, le sujet a une portée politique, et plus particulièrement américaine. Donc de 24 heures chrono à VIP, en passant par À la Maison Blanche, qui fera l'objet d'un long débat à la Maison Blanche, à The Wire, le champ il est vaste et passionnant. D'autant plus passionnant qu'on est à la veille, vous le savez aussi bien que moi, d'une élection présidentielle américaine dont les nombreux rebondissements en fait, pourraient faire pâlir n'importe quelle série. Et justement, les séries ont un rôle à jouer dans cette période, dans le décryptage, la compréhension, la prise de hauteur ou le pas de côté. En une heure, on va essayer d'aborder de nombreux thèmes et séries, mais bien évidemment, on ne pourra pas tout aborder. Donc je vais vous réserver une sorte de dizaine de minutes à la fin de cette séance pour pouvoir poser des questions, justement, à notre intervenant. Et justement, notre intervenant, on a vraiment beaucoup de chance d'accueillir un fin analyste de la politique américaine, mais aussi un sériephile pointu. Et ça, c'est extrêmement précieux. Moi, je dois avouer que je suis très, très, très heureux de pouvoir l'avoir à mes côtés aujourd'hui. J'ai adoré son podcast estival qui s'appelait Président sur France Inter. Si vous ne l'avez pas encore entendu, vous pouvez le réécouter. Je me suis abonné au site lesjours.fr parce que justement, il publie des articles lumineux et éclairants sur la politique américaine. Je vous invite à le suivre sur Twitter aussi, parce que justement, dans un tourbillon de Twitter, parfois prendre de la hauteur, ça fait du bien, et il en donne de la hauteur. Et je regrette aussi chaque jour de ne pas avoir pu faire Hippocagne au lycée Carnot de Dijon, où il enseigne. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement Monsieur Corentin Célin. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonsoir. Tout d'abord, donc merci beaucoup d'être parmi nous. Quand on s'est parlé un peu pour préparer cette séance, je vous ai posé une question basique, vraiment basique, mais je pense importante, c'est quelle est la meilleure série politique? Et en fait, vous m'avez répondu non pas une série, mais un épisode. Pouvez-vous me dire lequel? Oui, en fait, c'est un épisode d'une série qui était un remake. C'est une vieille série des années 60 qui s'appelait Au-delà du réel, The Outer Limits en anglais, qui a été refaite à la fin des années 90, au début des années 2000. C'est une série anthologique d'horreur, science-fiction horreur. Et ce qui peut paraître étrange pour du politique. Et pourtant, moi, ce que j'ai vu de meilleur comme représentation du politique, tel que moi, je le conçois en tant qu'historien, c'est dans un des épisodes donc, de la nouvelle série de 2000 qui s'appelle Décompression. Le titre de l'épisode, c'est Décompression. Et dont le pitch de départ est un candidat qui vient de gagner la primaire du New Hampshire et qui semble être... qui s'en va vers la Caroline du Sud et qui semble être bien parti pour gagner l'investiture de son parti. Et dans le vol qui l'emmène en Caroline du Sud, tout ne va pas se passer comme prévu. Justement, cette vision qui lui apparaît, il y a une vision qui lui apparaît dans un avion, et cette vision lui dit qu'il va être président des États-Unis, mais que pour devenir président des États-Unis, il va devoir sauter de l'avion parce que l'avion va s'écraser. Voilà, donc petite contextualisation, je vous propose d'en regarder un petit extrait, c'est vraiment le futur grand président qui doit sauter de l'avion. The people need to know that we are all in this together. What the public needs is you, Mr. President. Your country needs you. The future depends on you. Unfortunately, people don't want to make a sacrifice anymore. I can't understand you, Senator. There's a price to be paid. A price to be paid for anything that we do. 30 seconds. It's for the common good. 25, 24. I'm not sure I'm following you, Senator. 19, 18, 17. I have a choice to make. And that choice involves sacrifice. Now what are you sacrificing? Yes. There's a price to be paid. The window is closing, Senator. Your lives. You don't want to do this. Put your guns down. Put them down now. Thank God. I knew you'd come to your senses. As Move toward the door.
precisely what I'm doing. Suspense, va-t-il tirer dans la vitre? Vous le saurez au prochain épisode. Non, vous le saurez si vous regardez la série. Alors pourquoi cet épisode en particulier? En quoi est-il spécifiquement une grande fiction politique? Déjà parce qu'il donne à voir ce qu'est un homme de pouvoir mu uniquement par des motifs, j'allais dire, narcissiques, personnels, et sous couvert, et avec une rhétorique, on l'a vu là, on en a vu un extrait, sous couvert d'une rhétorique très pompeuse, présentant toutes ces actions comme mues par la nécessité de se sacrifier pour la collectivité, etc. Alors, on comprenait, mais pour que ce soit bien clair, alors que là, en fait, il cherche juste à sauver sa peau. Et donc, c'était très intéressant dans cet épisode. Moi, j'ai trouvé génial parce que vous avez un homme qui est un probable futur président, qui au début de l'épisode nous est présenté comme quelqu'un donc qui dit au corps électoral qu'il pense à lui, qu'il est pour lui, etc. Et dont tout l'épisode va nous montrer l'inverse et dévider et dévoiler la mécanique en fait de l'homme de pouvoir avide de sa propre survie. Et de ce point de vue-là, moi je trouve ça absolument génial. En plus, la description, même si évidemment c'est un épisode anthologique de 52 minutes, donc même peut-être un peu moins, c'était un 46, c'est évidemment relativement bref, mais c'est très très crédible. Le staff en avion, le fait qu'il soit déjà sous protection parce qu'il a gagné une primaire, etc. Tout ça est extrêmement réaliste et nous donne à voir un portrait extrêmement noir et extrêmement pessimiste de la nature profonde du politique états-unien et du décalage avec une rhétorique au contraire toujours très pompeuse et à vocation collective, mais qui ne se retrouve pas du tout dans les actes. Donc moi, de ce point de vue-là, je trouvais ça très réussi. Alors, petite question peut-être un peu plus personnelle, mais lors de votre formation d'historien, de politologue, est-ce que la politique dans les séries était déjà un sujet qui vous intéressait ou qui vous a nourri? Alors, les séries m'ont nourri. C'est vraiment une passion de jeunesse et c'est quelque chose qui était vraiment énorme pour moi. Bon, les plus anciens se souviendront sans doute de la revue Génération Série, et dont j'ai été un des premiers fervents abonnés, et la librairie parisienne du 8e art dans les années 90, ça ne nous rajeunit pas. Mais à l'époque, justement, dans les années 90, ou fin des années 80, quand il y a le début du phénomène série, tout ça, le politique n'est pas un champ très exploré aux États-Unis. C'est pas vrai en Angleterre. En Angleterre, on a des séries politiques dès la fin des années 80. On a une série humoristique comme The New Statesman. On a le House of Cards britannique, pas la série que vous connaissez tous américaine, mais l'original britannique qui date de 1990, de la fin des années Thatcher. Mais aux États-Unis, l'objet politique dans les séries, alors évidemment, on a toujours un bon vieil épisode de Columbo sur un candidat à la sénatoriale de Californie, candidat au crime, voilà, qui en fait est un assassin, bien sûr, et qui sera démasqué par Columbo. Mais je veux dire, on a quelques petits aperçus du monde politique, mais c'était pas du tout un champ majeur pour les séries. Et donc, de ce point de vue-là, non, moi j'étais un passionné déjà de politique états-unienne, j'étais un passionné de séries, mais des séries qui traitent de la politique en tant qu'objet, non, j'avais rien à mettre de précis sous la dent. Quand je vous disais que c'était un grand sériephile depuis très longtemps, il nous a déjà cité Columbo, c'est déjà pas mal. Passons à notre première partie. Quand on pense série, à une série qui parle ou qui se situe dans le monde de la politique américaine, on pense généralement et quasi automatiquement à une série qui s'appelle À la Maison Blanche. Juste petit sondage, qui a déjà vu la série À la Maison Blanche ou au moins un épisode? 1, 2, 3. Oui, ce qui montre bien en fait que la série a été assez mal diffusée en France, parce qu'elle a été diffusée en France sur France 2. Donc cette série, À la Maison Blanche, The West Wing en version originale, en fait, suit le président Bartlet, qui est un président fictif, pendant 7 saisons, et on suit le président et son équipe à la tête des États-Unis. C'est une série incontournable, personnellement une de mes préférées, mais on peut être en désaccord. Donc je vous propose de regarder un extrait. Alors c'est un extrait qui est issu du 6e épisode de la saison 4. Le président Bartlet, en fait, est en débat avec son opposant républicain
pour l'élection présidentielle. Le candidat républicain qui souhaite alors donner la primauté aux États, critiquant vertement le gouvernement fédéral, ses dépenses et ses décisions. Let the states decide. Let the communities decide on health care, on education, on lower taxes, not higher taxes. Now, he's going to throw a big word at you, unfunded mandate. He's going to say if Washington lets the states do it, it's an unfunded mandate. But what he doesn't like is the federal government losing power. But I call it the ingenuity of the American people. President Bartlett, you have 60 seconds for a question and an answer. Well, first of all, let's clear up a couple of things. Unfunded mandate is 2 words, not one big word. There are times when we're 50 states and there are times when we're one country and have national needs. And the way I know this is that Florida didn't fight Germany in World War II or establish civil rights. You think states should do the governing wall to wall. That's a perfectly valid opinion. But your state of Florida got $12.6 billion in federal money last year from Nebraskans and Virginians and New Yorkers and Alaskans with their Eskimo poetry. 12.6 out of a state budget of $50 billion. I'm supposed to be using this time for a question, so here it is. Can we have it back, please? There you are! Second act for all that. Anybody want to spit? Alors pour ceux qui donc ne connaissent pas la Maison Blanche, elle sera disponible sur la plateforme MyCanal à partir du 26 octobre. Donc rattrapez-la, je vous le conseille ouvertement. Alors Monsieur Célin, il est généralement bon ton de citer à la Maison Blanche comme la série sur la politique américaine. Quand on a un peu discuté en amont de cette séance, vous avez eu une réponse que j'ai peu lue, voire jamais, notamment sur son impact sur l'image d'un président peut-être trop idéal. Oui, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours frappé dans cette série, alors évidemment, je veux dire, il y a un avant et un après pour la bonne et simple raison, que c'est la première grande série produite par un grand network, par un des grands réseaux hertziens, enfin, donc ABC, qui est de dire... qui traite du politique et qui traite de la vie à la Maison Blanche comme d'autres séries à la même époque, parce que je trouve que l'inspiration de Urgence, par exemple, parlait des urgences dans l'hôpital. Là, on parle de la Maison Blanche à l'intérieur. On se propose de venir vous dire, voilà, on va vous montrer comment se passent les coulisses de la Maison Blanche, etc. Ça n'avait jamais été fait. Ça a duré 7 saisons, ça a remporté un nombre incalculable d'Emmy Awards, donc ça a très bien fonctionné. Et donc forcément ça a créé une sorte de précédent, hein. C'est vraiment une espèce de monument théoriquement indépassable. En ce qui me concerne et du point de vue qui est le mien, je pense qu'il y a au moins 3 grandes lacunes dans cette série. Lacunes, enfin je veux dire, il y a 3 grandes remarques qu'on peut quand même faire. La première chose, c'est que c'est une série qui se veut justement réaliste, qui se veut vraiment, voilà, que presque, on n'est pas dans le documentaire, mais on est dans, par moments, on se voudrait presque dans le docu-fiction. Or, si on la regarde aujourd'hui avec un recul d'une 15 à 20 ans, du point de vue de ce qu'elle nous présente, du rapport des forces politiques, par exemple, aux États-Unis, c'est pas du tout réaliste et c'est pas très prophétique, hein. Voilà, enfin, je veux dire, contrairement à d'autres séries, par exemple, on en reparlera, à la même époque, vous avez 24 heures chrono qui commence 1 an et demi plus tard, après The West Wing, et 24 heures chrono, qui est une série, elle, pas du tout réaliste, d'action, etc., qui va poser pour la première fois la possibilité d'un président africain-américain, 6 ans avant Obama. Et The West Wing passe complètement à côté de ça, par exemple. C'est un exemple. Bon. Deuxième raison, c'est que ça se veut réaliste. Et en même temps, toute la série est construite sur... nous présente, alors certes, des faits constitutionnels, historiques, réels, certes, mais totalement exceptionnels. C'est-à-dire que dans la survenue... et relève presque de la science-fiction, donc ce qui est un peu gênant. Alors, je donne un exemple. Par exemple, à un moment donné, le président, donc, qui est le héros de cette série, que vous avez vu là en débat, le président Bartlett,
il doit faire tuer un ministre d'un pays, alors imaginaire, mais d'un pays du Moyen-Orient hostile aux États-Unis, et il se demande s'il ne va pas le faire tuer par l'armée. Et en fait, on lui explique que ce n'est pas possible parce que l'armée, elle ne peut pas intervenir sur le sol américain, c'est la fameuse loi Posse Comitatus, etc., qui donne son nom à l'épisode. Oui, c'est très bien, mais enfin, le Posse Comitatus, il n'a jamais été invoqué depuis plus d'un siècle. Enfin, c'est quelque chose de complètement exceptionnel et dont on fait là, pour la fiction, un événement qui pourrait survenir. Oui, mais pour une série qui se veut réaliste, c'est pas très réaliste. Puis le troisième point, et qu'on avait beaucoup développé, c'est que The West Wing, vu aujourd'hui de l'Amérique, avec les yeux de l'Amérique de Trump, beaucoup d'Américains trumpistes vous diraient que c'est tout ce qu'ils détestent. C'est-à-dire une série produite par des démocrates, mettant en scène des démocrates, donc des progressistes, forts de leur bonne conscience, qui sont toujours des êtres humains, pétris de doutes, mais qui à la fin prennent toujours les bonnes décisions, et avec quand même cette impression récurrente pendant les 7 saisons de la série que la gauche démocrate c'est bien et la droite républicaine c'est mal. Ça, c'est ce qui a amené beaucoup de... Quand vous allez aux États-Unis, donc cette série est vénérée par les gens de gauche. Et les gens de droite lui ont donné dès l'origine un surnom qui n'est pas de West Wing, mais de Left Wing, c'est-à-dire l'aile de gauche. Et c'est vrai que ça pose un problème. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je pense que, ça c'est une théorie tout à fait personnelle, mais c'est une hypothèse qui, je pense, peut être défendue, c'est que la difficulté que les démocrates ont eu à appréhender Trump comme président vient de l'influence sur leur représentation de cette série. C'est-à-dire que pour eux, ils sont tellement prisonniers du président Bartlett, qui est bon, qui est juste, qui réfléchit, qui est un intellectuel, qui pèse le pour et le contre, qui pense toujours à l'humain, etc. Tout à coup, on voit arriver Trump dans la réalité. Ben oui, mais Trump, il peut être président parce que ça s'appelle la démocratie et parce que, bon, même si évidemment il y a eu le filtre du collège électoral, mais des gens l'ont choisi ainsi. Et non, dans la réalité, on ne vit pas dans The West Wing avec des présidents qui sont des humanistes et qui passent leur temps à citer des penseurs latins ou grecs. On peut aussi avoir des présidents qui sont tout aussi américains, qui ont tout aussi été choisis par le peuple et qui aiment rien moins que de manger des chicken ribs en regardant du NASCAR. Voilà, c'est comme ça. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de progressistes aux États-Unis qui ont été enfermés par la représentation dominante de la présidence que vous avez dans cette série. C'est aussi pour ça que je voulais absolument qu'on en parle, parce que ça, ce raisonnement qui se tient réellement, je ne l'avais jamais entendu, moi, dans ma carrière de journaliste critique de série, et c'est intéressant justement de l'entendre. L'extrait que je viens de passer est tiré donc d'un débat entre un président en place et le candidat du camp opposé, et dans la série, ce débat joue un rôle absolument crucial dans la réélection de Bartlett. Ça n'est pas un spoiler, même si vous ne l'avez pas vu, hein, la série cet épisode date d'octobre 2002. Donc je pense qu'un spoiler, 18 ans, ça va, je pense. On a appris il y a quelques jours que le second débat Trump-Biden était annulé. Mais est-ce que, comme dans la série, les débats sont si cruciaux que ça ? Non, justement, encore une fois, ça se veut réaliste, ça se donne les allures du réel, mais c'est pas du tout réaliste. Ce débat-là, c'est très frappant. Alors déjà, premièrement, point historique, il n'y a aucun débat présidentiel qui a renversé une élection présidentielle. Il y en a qui ont accentué une avance, qui ont confirmé des tendances. Il y en a qui n'ont absolument rien changé, qui n'ont pas été des facteurs décisifs dans les campagnes. Mais depuis que les débats ont été réinstitués de manière régulière à partir de 1976, le seul débat qui a eu effectivement un impact fort sur les sondages, mais encore une fois, c'était plus un chaos définitif, c'est celui de 1980 entre Reagan et Carter, mais peut-être aussi parce que c'est celui qui a eu lieu le plus près de l'élection. Parce qu'en fait, je vous passe. Mais en 80, ils n'étaient pas arrivés à se mettre d'accord. Ça avait été très tendu, un peu comme cette année d'ailleurs. Et en fait, le débat avait eu lieu 8 jours avant l'élection. Et donc forcément, comme Reagan l'avait emporté de manière très nette, enfin, il
il avait été très très fort dans le débat, ça avait eu un impact assez fort sur les sondages. Pour ce qui est depuis, il n'y a jamais eu de débat décisif. Alors que là, dans The West Wing, tout l'épisode d'ailleurs là est sur le fait que Bartlett réussit à mettre KO le gouverneur républicain de Floride en débat, et donc en fait, ensuite il est réélu les doigts dans le nez. Et, c'est pas très réaliste. Par ailleurs, et je finis juste là-dessus, c'est que ce qu'on a vu là, la façon dont Bartlett dans la série s'y prend pour moucher moucher le gouverneur de Floride est tout sauf crédible, parce que dans le passage juste avant, il commence à commenter ce qu'il fait lui. Ce que vous verrez jamais dans un vrai débat un présidentiable ou un président faire. C'est complètement, c'est-à-dire qu'il dit oui, et en fait merci car vous venez de me fournir la réplique, je vais pouvoir faire ma réplique décisive. C'est complètement pas crédible en fait. Et donc encore une fois de plus, The West Wing donne les apparences du vrai, mais c'est pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. The West Wing aussi a pris racine en fait dans des personnages réels. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Santos qui apparaît dans les saisons ultérieures, qui est le futur successeur de Bartlett. Là encore, le spoiler est quand même un peu vieux. Il a été modelé sur quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Barack Obama. Donc ils ont pris l'inspiration sur Barack Obama pour créer un personnage. Donc de ce point de vue, la série a su capter quelque chose. Mais elle était effectivement très ancrée dans une vision démocrate de la politique. Et donc, elle n'a pas totalement capté une situation. C'est l'évolution du camp républicain, selon vous. Oui, alors déjà, premièrement, sur l'inspiration de Santos par Barack Obama. Santos, il est latino-américain, il est d'origine latino, et il est représentant. Je rappelle qu'Obama, il était sénateur et africain-américain. Donc l'inspiration, j'ai quand même eu beaucoup l'impression que Sorkin, il l'avait trouvé une fois qu'Obama a été le candidat présidentiel en 2008. Mais bon, je suis peut-être méchante langue. En tout cas, bon, les ressemblances ne sont pas si frappantes. Ce point-là de côté, oui, quand même, le gros échec, je pense, de The West Wing, c'est que parce qu'elle est prisonnière d'une vision démocrate centrée, progressiste centrée, elle n'a pas vu le changement qui était déjà en cours chez les Républicains, c'est-à-dire le fait que le Parti républicain, d'un parti conservateur fiscalement, socialement, mais qui conservait quand même, on va dire, des possibles passerelles avec les démocrates, voilà, et qui conservait en tout cas au moins une aile plus modérée, est devenu, à partir de la fin des années 2000, avec l'influence en particulier croissante du média Fox News, un parti conservateur radical, complètement dominé par la droite religieuse évangélique et minoritairement aussi par le catholicisme radical, fondamentaliste. Et ça, la série passe complètement à côté. C'est-à-dire que les candidats républicains, tels que la série nous les montre, à une exception près, ils sont plutôt dans le moule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sénateur qui s'était opposé à Trump et qui avait été le candidat républicain en 2008, donc justement plutôt à l'époque de la fin de la série, John McCain. Ils sont plutôt dans le moule de John McCain, plutôt que dans ce qui est devenu le Parti républicain, c'est-à-dire le Parti républicain de Donald Trump aujourd'hui, mais c'était déjà le cas avant avec les Tea Party en 2010, c'est-à-dire vraiment un parti radicalement à droite, avec une dimension nationaliste, anti-immigration, avec parfois xénophobe, avec aussi un extrémisme fondamentaliste religieux. Et ça, la série passe quand même largement à côté. Est-ce que aussi, aux États-Unis, il y a quelques jours à peine, on a assisté à un événement qui est assez signifiant. Alors que Trump est hospitalisé pour cause de Covid, la campagne de Joe Biden décide de suspendre toute publicité, on va dire, agressive envers Trump. Réponse du camp Trump, non, nous on n'arrête rien, on continue les mêmes publicités. Est-ce que ça aussi, c'est pas, on va dire, à l'image de The West Wing, à la Maison-Blanche, c'est-à-dire en fait confondre politique et morale d'une certaine manière? Ah si, alors ceci dit, ça c'était sur cet épisode politique-là précis, ça c'est quelque chose par contre qui est montré dans The West Wing et qui est une règle de la vie politique. Ce qui s'est passé là quand Trump était malade, c'est que Trump
après on peut croire ou pas croire, mais disons que tous les indices, sondages, financement, etc., laissent penser qu'il est derrière Biden. C'est-à-dire que Biden, pour l'instant, ferait la course en tête. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, mais elle n'a pas lieu aujourd'hui, Biden serait sans doute élu. On verra ça. On verra par contre dans 3 semaines si c'est toujours vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est tombé malade, tout simplement, Biden pouvait se permettre. C'est lui ce qu'on appelle en anglais le front runner, c'est-à-dire celui qui fait la course en tête. Il peut faire le grand seigneur et dire non mais c'est bon, je suspends mes pubs agressives, j'ai pas besoin de ça, etc. Remettez-vous, monsieur le président. Et Trump, tout simplement, lui ne pouvait pas se le permettre parce que lui, il est derrière justement. Et donc quand on est derrière, on cogne, et on essaye de rattraper. Donc il ne pouvait pas le faire. Donc voilà, ça c'était. Mais ça, ce genre de mécanique, par contre, ça, je dois le reconnaître, elles sont assez bien décrites dans The West Wing. Donc si une série présente à ce point un tableau idéal du président ou de la manière de mener une politique, il existe forcément son contrepoint. Est-ce qu'il y a une série qui serait l'anti-The West Wing, selon vous ? Alors, on va sans doute en parler. Donc, dans la production récente, vous avez, on ne va pas trop en parler parce qu'elle n'a pas encore été diffusée en France, elle va être dans quelques jours. Je pense que The Comey Rule, donc une mini-série de Showtime, si je me voilà, mini-série Showtime qui raconte les démêlés du patron du FBI, James Comey, avec Donald Trump. Bon, donne un portrait qui est un des premiers portraits de fiction de Donald Trump, d'ailleurs, c'est intéressant. Donne un portrait de Donald Trump qui est pas très flatteur en tant que président. Donc voilà. Mais à part ça, non. Il y a eu une série que je vous recommande, mais qui parle pas d'un président, mais d'un homme politique, où on voit un homme politique absolument atroce qui est Boss avec Kelsey Grammer. Donc c'est une série de 2015, je pense à peu près. Et donc Boss, qui est vraiment une série où on voit la politique dans toute sa noirceur, mais là on est à l'échelle municipale. Mais un président, non, alors si. Mais là, et ça, je peux que vous recommander. La figure du président négatif, mauvais, a été peint par l'acteur Gregory Itzin dans la saison 5 de 24 heures chrono. C'est le président Logan, qui est un peu qui est même étudié dans certaines facs comme l'archétype du mauvais président, méchant, mal intentionné, etc. À qui il arrive, vous verrez, que des bricoles. Et toute une saison lui est consacrée. Donc oui, voilà, peut-être la saison 5 de 24 heures avec le président Logan. Voilà. J'aimerais me remonter un peu maintenant dans le temps et voir si la politique est un sujet qui a toujours intéressé ou nourrit les séries. On en a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une tradition de la série politique aux États-Unis ? Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, pas du tout. Pourquoi ça arrive d'ailleurs, c'est la question, pourquoi The West Wing, pourquoi Sorkin arrive à décider ABC en 99 ? Parce qu'il y a 2 choses, il y a 2 phénomènes. C'est que premièrement, c'est la naissance de toutes les chaînes d'infos continues aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les chaînes d'infos continues aux États-Unis, dont Fox News, sont nées entre fin 96 et 97. Donc on est en plein essor. Alors, à part CNN qui était un peu plus ancienne, mais toutes les autres sont arrivées, la concurrence est arrivée sur ce marché-là à ce moment-là. Et donc il y a eu une concurrence formidable des chaînes d'infos donc continues qui ont décidé de faire de la politique un spectacle qui serait un de leurs produits d'appel. C'est-à-dire que la chaîne d'infos continue, vous devez passer de l'info en continu. Donc la politique, ça devient un de vos produits. Donc il faut faire de la politique. Et ce qui fait que la politique est devenue beaucoup plus présente dans les foyers états-uniens. Et en plus, il y a eu une sorte de produit d'ouverture, un peu comme quand on ouvre un magasin. C'est-à-dire que les chaînes d'infos continues, en 1999, elles ont eu le procès de Bill Clinton en impeachment. Pour ceux qui... Voilà, parce que consécutif à sa relation adultère à la Maison-Blanche, justement, avec Monica Lewinsky. Et donc, tout à coup, on a pu voir 24 heures sur 24, grâce à ces chaînes d'infos, un président jugé par le Sénat sans interruption, avec des analystes de plateau, etc. Alors aujourd'hui, tout ça nous semble très, très courant, commun et voire lassant, mais à l'époque, c'était formidablement nouveau d'avoir des chaînes d'infos continues, la retransmission. Et donc, la politique, tout à coup, est devenue un produit de consommation courante. Et la politique présidentielle. Et donc, forcément, Sorkin pouvait faire The West Wing. Et j'y reviens, il l'a dit plusieurs fois, pour les démocrates et pour un libéral comme Sorkin, c'était aussi une façon de thérapie, de faire un président Bartlett parfait, idéal, par rapport à un Clinton qui avait quand même beaucoup déçu par un comportement personnel pas adapté, on va dire, à la présidence.
Est-ce que aussi on peut se dire, peut-être, hein, c'est une question, que longtemps les chaînes se sont dit que ça n'était pas un sujet justement divertissant, un sujet de divertissement, la politique. Il y a peut-être aussi une frilosité. Une chaîne, on dirait un network, c'est une chaîne qui est accessible à tout le monde, qui n'est pas payante, se dit je vais peut-être pas me fâcher avec telle ou telle chose pour faire une série politique. Oui, absolument. Surtout qu'il faut voir que... alors nous, c'est un phénomène qu'on a vécu que récemment, en particulier avec le président actuel, mais pas que. C'est que aux États-Unis, la politique et la politique présidentielle étaient quand même réservées à des hommes d'un certain âge. Dans les années 80, le président, c'est Reagan. Il y a presque 70 ans quand il arrive à la Maison-Blanche. Bon, il y avait beaucoup de jeunes qui sont quand même le premier public des séries. Enfin, je veux dire, les 18-40 ans. Bon, ça fait pas Reagan, ça faisait pas forcément rêver, quoi qu'on pense des idées après. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que la décennie 90, c'est la décennie du rajeunissement avec Clinton qui arrive à 46 ans à la Maison-Blanche, qui joue du saxophone chez Arsenio Hall, donc dans les talk-shows du soir. Au début des années 90, c'est le début aussi, c'est le grand essor. Vous connaissez que ça avec, parce qu'on les voit sans arrêt en France avec Colbert, etc. Mais le grand essor ou le grand réessor des talk-shows du soir, où les politiques viennent se montrer sous un autre jour, même il y en a donc qui vont jouer du saxophone, c'est le début des années 90. Donc il commence à y avoir une confusion possible entre le monde de la politique, rajeuni, formaté pour le talk-show, et le spectacle, et donc les séries. Et donc tout ça, ça aboutit que finalement, à un moment donné, tout ce que je viens de dire, ça fait qu'à la fin des années 90, la politique devient un sujet possible pour les séries états-uniennes. Et c'est à ce moment-là, et The West Wing. Incontournable, The West Wing, je le redirai jamais assez. Au cinéma, le président, il est très vite devenu une figure cinématographique, pour me répéter, qui soit l'objet d'un biopic. Henry Fonda a joué Lincoln, Bill Murray a joué Roosevelt, ou qui soit un héros de fiction totale. Harrison Ford a quand même défendu son Air Force One contre des terroristes, et Bill Pullman a booté les aliens hors de terre dans Independence Day. C'est que des présidents. Le président donc est rapidement devenu un personnage sur grand écran, sur le petit, il est longtemps resté un personnage rarement exploré ou exploité. La figure du président, pourquoi elle a été si longtemps mise de côté, petit ? Alors moi je pense que déjà il faut quand même, c'est dû à la mutation des séries, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout les générations actuelles, vous avez une quantité de séries produites, j'allais dire même par mois, de par la multiplication des producteurs, Amazon, Netflix, tous les nouveaux acteurs, plus les networks traditionnels. Il faut quand même se remettre dans un temps, dans les années 70-80, vous avez jusqu'à l'arrivée de HBO, le Canal+, américain, vous avez trois grands réseaux hertziens qui proposent, on va dire, 10 à 12 nouvelles séries tous les automnes. Donc, en termes de quantité, il y a beaucoup moins de séries. Et donc forcément, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, à cette époque-là, la politique, ça ne fait pas partie du champ. Et d'autre part, la culture de la série, c'est que la série, c'est une série de divertissement. C'est du divertissement. Je veux dire, au début des années 80, les séries qu'on regarde aux États-Unis, en particulier avec le fameux directeur des programmes de NBC de l'époque, Brandon Tartikoff, c'est K2000, une voiture qui parle, c'est pas super intello, donc c'est la voiture qui parle, la moto qui parle. Il y avait la moto, alors elle parlait pas, mais elle était super, c'est tonnerre mécanique. Il y a l'agence touriste que vous connaissez au moins par le remake filmé. Dans ces séries-là, il n'y a pas besoin de président, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des séries d'entertainment pur. On n'imagine pas non plus un président dans Starsky et Hutch pour parler d'une série. Voilà, donc il a fallu que la série devienne un produit plus culturel, plus recherché, parce qu'il y a eu des nouveaux diffuseurs avec un public de niche aussi plus éduqué, plus intéressé par la politique, pour qu'on arrive progressivement à l'intégration de la politique. Je crois que c'est ça le premier facteur. On ne critique pas non plus K2000, s'il vous plaît, monsieur, c'est là. Ouais. Est-ce que j'adore les voitures qui parlent. Est-ce que, parce qu'une série aussi avec son rythme hebdomadaire au quotidien, s'y est mal aussi à cette figure quasi mythique, en fait? Oui, il y avait une façon de... Il y avait un risque de trivialisation. Le président, ça ne se trivialise pas. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le président qui a marqué, on va en parler, le président de série qui a marqué, qui a révolutionné le genre, plus d'ailleurs selon moi que Bartlett de The West Wing, c'est le président Palmer
dans 24 heures chrono, joué par Dennis Haysbert, qui est un immense acteur, dans tous les sens du terme, parce que c'est un colosse. Donc, qui est le premier, donc dans 24 heures chrono, c'est le premier président africain-américain. Et il marque, c'est un personnage donc d'une droiture absolue, d'une solidité physique, mentale à toute épreuve, et vraiment qui est aussi d'une certaine façon injuste, mais peut-être plus réaliste que Bartlett. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le héros de la série. C'est un personnage secondaire et on le voit un petit peu comme une statue du commandeur, c'est-à-dire comme parce que le héros de la série, c'est Jack Bauer, alias Kiefer Sutherland, hein, le type qui doit sauver le monde toutes les 36 minutes. Donc, et le président Palmer, pourtant, va marquer l'histoire parce que déjà que dans une série grand public, sur un grand réseau, on voit un président africain-américain en 2001, alors que c'était jamais arrivé dans l'histoire et que ça paraissait complètement improbable. Et que ce président-là puisse, j'allais dire, montrer que c'était possible, que ça fonctionnait à l'image. On a pu dire que le président Palmer annonce, et je pense que c'est tout à fait vrai, préfigure Obama. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le personnage principal. C'est un personnage secondaire qu'on ne doit pas trivialiser, qu'on ne doit pas rendre trop commun, effectivement, là aussi à l'écran. Faisons un petit pas de côté par rapport à la localisation de notre sujet, ou plutôt franchissons carrément l'Atlantique, et intéressons-nous brièvement à nos voisins anglais. Et c'est vous, d'ailleurs, qui souhaitiez évoquer cet exemple particulier de la série politique anglaise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été pionniers, parce que c'est quelque chose qui est complètement fou. C'est que dans les années 80, au moins 2 des programmes les plus regardés en Angleterre étaient des séries politiques. Il y avait Yes Minister, qui est devenu ensuite Yes Prime Minister, puisque le personnage principal prend du galon. Et après, il y a eu The New Statesman, qui est une série parodique, mais extrêmement brillante. Donc les Anglais ont été pionniers sur l'intégration du politique dans la fiction série. Et alors dans une approche, moi que j'apprécie énormément, ultra critique. C'est-à-dire que, alors pour faire le pitch, je pense que c'est des séries, mais, bon, évidemment, qui ont un peu vieilli, etc., mais qui restent très corrosives. Yes Minister est une série, et Yes Prime Minister est une série qui dépeint comment un homme politique qui devient ministre, qui est un bon bougre, bon, qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre, mais qui est apprécié des gens qui l'ont élu, etc., se heurte à une bureaucratie prétentieuse, hautaine, etc., qui bloque tous ses projets. Alors c'est vraiment génial parce qu'on voit vraiment le politique contre la bureaucratie. Et on voit comment lui devient roué et devient malin pour essayer de faire passer ses idées malgré ces bureaucrates qui l'entravent. Et The New Statesman, alors là, c'est un député, alors c'est complètement déjanté, hein, The New Statesman, mais c'était vraiment très drôle. C'est un député donc conservateur qui s'appelle Alan Bastard, donc Alan le Bâtard, traduction, qui lui, devenant député aux communes, à la Chambre des communes, n'a de cesse de trouver des moyens pour piquer du pognon, en fait. Pour piquer du pognon, il monte une fausse association pour les orphelins de Roumanie. Enfin, vraiment, c'est un odieux personnage, mais tout en prenant comme toile de fond la Chambre des communes britanniques. Et donc, c'était à l'époque des programmes complètement révolutionnaires. Hein, si on compare en France, évidemment, en France, la fiction politique, on n'y pensait même pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que les Britanniques ont été en avance, parce que sans doute il y avait aussi une tradition de presse écrite, de caricature, de brocarder le politique qui était plus forte et qui s'est retranscrit, qui s'est prolongé dans le média télé beaucoup plus rapidement. Il y avait d'ailleurs ce programme court qui s'appelait Spitting Image, qui était l'ancêtre du Bébé de Show et des Guignols. Exactement. Et qui allait très très loin. Ah oui, très très loin. Oui. Voilà, si vous pouvez tomber parfois sur des images, il y en a sur YouTube, de Spitting Image, qui revient à la télévision. Oui, ils le refont maintenant, tout de suite. Un programme avec des marionnettes, comme on a connu avec les Guignols. Et vous allez voir, ça va très très loin. Qui parmi vous connaît la série House of Cards avec Kevin Spacey, enfin la série American House of Cards? Ah oui, là. Ça me semble logique. Et qui parmi vous a vu la série anglaise, la série originale House of Cards? Une personne, très bien. Il y a des 2, très bien, formidable. 3, allez, c'est déjà pas mal.
Je vous propose d'en voir un extrait. Alors, cet extrait, vexé de ne pas avoir été nommé au sein du gouvernement qui vient d'être mis en place, le Chief Whip, comme on dit, qui est le héros, l'anti-héros de cette série, en gros, qui est l'organisateur du parti au Parlement, alors fait fuiter une information qui va justement mettre en difficulté le Premier ministre à l'Assemblée. Et donc, voilà, petit extrait. Number 6, sir. Là, c'est le Premier ministre. Will the Prime Minister explain to the House why he is not going ahead with the promised hospital expansion program? I note the honourable member's creditable concerns with the health service and would remind him that under this government, the health service has enjoyed an annual increase of 7%. 7% in real terms. Furthermore, the health service has benefited more than any other government service from our determination to reduce inflation and to operate in a sensible and cost-efficient way. That is what I'm doing. This government has made a commitment to expand the hospital building program. It is not this government's practice to discuss the specifics. It is not this government's practice to discuss the specifics of new spending plans in terms of precise dates. On apprécie le gentil chaos au Parlement grâce au Chief Whip. Oui, d'ailleurs, les Anglais ont aussi une tradition, comme on dit, de séries politiques, mais qui continue en fait à être alimentée. Et elles ont aussi usé du genre pour parler de politique. Un des derniers grands exemples pour moi de grandes séries politiques, via le filtre du genre, c'est Years and Years de Russell T. Davies, qui est en gros une dystopie qui prend ses racines en fait dans le Brexit. C'est en gros, si le populisme était mis en place au gouvernement, à la tête du Royaume-Uni, voilà ce qui se passerait. C'est une série qui a été présentée d'ailleurs à Cannes Série il y a 2 ans, il me semble, et qui est un vrai cauchemar. Hein. C'est formidable, c'est un divertissement, mais c'est vraiment cauchemardesque. Les Américains, pourtant à la pointe de l'innovation sérielle et narrative, n'ont pas encore réussi pleinement aussi à faire ce type de dystopie. Il y a une timidité ? Alors, il y a une timidité. Il y a aussi le problème, c'est que déjà, premièrement, la dystopie, ils la vivent, puisque Trump est président. Donc, même si on peut cataloguer Boris Johnson comme un populiste, il est quand même très différent de par son parcours, de son rapport aux politiques, il est quand même très différent de Donald Trump. Je ne pense pas qu'on puisse les mettre exactement sur le même point. Et donc, je pense qu'il y a deux problèmes. Déjà, premièrement, il y a un problème aux États-Unis si on fait une série politique aussi ambitieuse que les Years and Years, il faut trouver un public. Alors bien sûr, on va me dire, il y a les producteurs spécialisés, les Amazon, les Netflix, etc. Mais c'est quand même un public. C'est vraiment une niche extrêmement spécialisée. Et aux États-Unis, c'est quand même compliqué. Et la deuxième chose, c'est tout simplement parce que je pense qu'aux États-Unis, ils sont en train de vivre cette expérience nationale populiste. Et donc, ce serait très difficile. On va y revenir. Ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a pas de série sur l'Amérique Trump pour l'instant. Il y a des mini-séries dont on va reparler, mais qui sont pas. Il n'y a pas de grandes séries au long cours sur l'Amérique de Trump ou sur Trump lui-même, etc., parce que l'expérience est en cours. Alors, ce qui sera intéressant de voir, c'est si, quand elle s'achèvera, ce sera de voir justement comment la fiction TV pourra s'emparer de cette expérience Trump qui est si particulière. On va passer maintenant au genre, justement, parce que c'était une manière d'aborder la politique, c'est aussi à travers le genre. Parce qu'une série purement politique, outre The West Wing, K Street, qui est sur les lobbies à Washington, Madame Secretary, qui était en fait inspirée d'une certaine manière de l'expérience de Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État, Commander-in-Chief, qui voyait Gina Davis en fait en présidente américaine. Au final, à l'échelle des séries produites, il y a peu de séries purement politiques. On l'a déjà cité plusieurs fois, il y a 24. Une série de genre, c'est un thriller d'action nerveux, mais c'est aussi une série politique. Je vous propose d'en voir un extrait qui est issu de la saison 2, c'est l'épisode 21. Le président David Palmer
déjà vécu beaucoup de choses, est convoqué par l'ensemble de son cabinet, qui est une manœuvre fomentée par son vice-président qui va essayer de destituer le président Palmer. Now I see why I had such a hard time reaching you today, Jim. You were busy. I apologize if this comes as a surprise, Mr. President. This is a unique situation in the history of our country, calling for unique measures. Let's skip the sound bites and cut to the chase. What's going on here? Mr. President, we are invoking the 25th Amendment. Who's we? I think there's a general feeling that some of the decisions that have been made today... Hold on a minute, Mr. Vice President. With all due respect, sir, most of us here are scrambling just to understand today's event. I think it's way too early to be referring to a general feeling about anything. Fair enough. For the record, let me review the relevant portions of the 25th Amendment. Section 4 states that whenever the Vice President and majority of the Cabinet determine the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately take office as acting President. Is everyone clear on that? The 25th Amendment was designed for situations where the President is ill or incapacitated. The language speaks for itself, Mr. President. Unable to discharge the powers and duties of his office. The reason for the disability is limited to any particular cause. Ce fameux 25e amendement devient en fait un élément vraiment du thriller. Oui, alors ça c'est vraiment... Moi je trouve ça génial parce que là on est en 2003. Ce 25e amendement section 4 et la façon dont il est présenté là, c'est quelque chose dont on vient de parler pendant 4 ans sans arrêt à propos de Trump. Rapidement, mais c'est très bien dit là. Le 25e amendement de 1967 et sa section 4, sa 4e partie, a été conçu au cas où, ça peut arriver, imaginons que demain que le président ait un accident, se fracasse la tête, etc., ou tombe dans le coma, qu'est-ce qu'on fait ? Avant, il n'y avait rien de prévu. Et donc, le 25e amendement section 4, il a été conçu en premier lieu pour dire, si jamais le président ne peut plus exercer ses fonctions, le vice-président et une majorité des ministres du cabinet du gouvernement écrivent une lettre au Congrès dans laquelle ils disent « Nous constatons que le président n'est plus apte à exercer ses fonctions et le vice-président le remplace ». Ce qui est très intéressant, c'est que c'est totalement provisoire et le président, il suffit d'envoyer lui-même une lettre au Congrès pour reprendre ses fonctions. Donc ce qui vous montrait bien qu'en fait, c'était pas du tout une clause maboule. C'était juste qu'au cas où, si le président, je sais pas, il tombe par terre et il se fracasse la tête et il tombe dans le coma, qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, dans la série, vous avez une interprétation où, à la suite de l'intrigue, le vice-président et les ministres félons essayent de renverser le président en se servant du 25e amendement section 4, qui effectivement peut être interprété comme si un président est cinglé, eh bien, le vice-président et une majorité des ministres peuvent le suspendre son pouvoir. Et ce qui est fascinant, c'est que ça fait 4 ans, donc bientôt, qu'on n'a pas arrêté de parler de ce section 4 du 25e amendement à propos de Trump. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, a dit il serait temps qu'on commence à étudier le 25e amendement section 4 pour Trump. Avec cette idée qui, à mon avis, a fait beaucoup de tort aux démocrates, c'est pas mon avis, c'est que beaucoup l'ont dit, y compris chez les démocrates, sur ce qu'a fait par exemple Pelosi ce week-end. Est-ce que c'est très malin à 3 semaines de l'élection, surtout quand on est en position sans doute peut-être de pouvoir gagner cette élection ?
de dire qu'en fait le président est fou et qu'il faudrait peut-être le destituer. Peut-être pas très adroit ni très malin. Et ce qui est fascinant, c'est comment la fiction a totalement anticipé l'usage d'une procédure constitutionnelle qui a été envisagée dans la réalité sous cette forme-là, là, pendant la présidence Trump. C'est vraiment très intéressant. Et 24 est donc aussi, surtout, une pure série de genre. Et il y en a eu beaucoup, en fait, des séries politiques de genre. Ça va de la comédie. Je ne sais pas si vous connaissiez cette série qui s'appelait That's My Bush, ou la série VIP, qui est plus récente, sur une vice-présidente qui n'a qu'un souhait, c'est de devenir présidente. Pas de spoiler sur la fin, c'est trop récent. Il y a aussi South Park, en fait, qui est aussi une comédie politiquement incorrecte, qui aborde des sujets politiques et fait un peu gratter ces sujets-là. Il y a Homeland, qui est un thriller d'espionnage. En fait, il y a beaucoup de séries de genre qui abordent, qui infusent ce sujet politique. En quoi le genre est une approche intéressante, justement, pour aborder la dimension politique? Alors déjà, comme on l'a dit, je pense que ça permet, en ce qui concerne la figure proprement dite du président, de ne pas la vulgariser, la trivialiser. Ça reste quelque chose d'exception. Ensuite, je dirais que c'est un peu le raisonnement inverse, c'est que aujourd'hui, ça paraîtrait difficile de faire une série purement 100% politicos comme l'était The West Wing, c'est-à-dire qui ne parle que de politique, qui ne vit que politique. Ça paraîtrait difficile à vendre de nouveau dans le paysage audiovisuel états-unien tel qu'il est. Donc, on essaye d'aborder la politique mélangée à un genre, parce que ça permet de mieux vendre la chose. La politique devenant je reprends mon exemple, les séries qui se passent dans un hôpital, on a eu Urgence dans la série drama, après dans la série soap améliorée, on a eu Grey's Anatomy, on a eu Scrubs dans la série comique. Donc de la même manière, on prend le fond de la politique et on peut décliner en comédie, on peut décliner en drame, et ça permet de mieux faire passer quelque chose, sinon qui peut être un petit peu, c'est quelque chose qu'on reprochait beaucoup aussi à The West Wing, c'est d'être un peu trop intello, un peu trop élitiste, de s'adresser vraiment à un public CSP+. Et donc là, par contre, on peut toucher un public beaucoup plus vaste si on s'accroche à un genre particulier. Passons donc aux séries à l'ère Trump que vous aviez un peu évoquées. Trump, en fait, comme vous l'avez un peu dit, a changé en fait un peu le paradigme de la manière dont on peut justement aborder la politique ou un personnage politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement de ça? Oui, on en a déjà un petit peu parlé, mais faut bien comprendre qu'avec Trump, on a plusieurs nouveautés radicales. Déjà, premièrement, c'est le premier chef d'État en 230 ans qui a jamais été élu à quoi que ce soit, ni même pas conseiller de quartier avant d'être président, ni même militaire. Jusqu'ici, vous aviez deux types de présidents, soit les anciens élus, qui avaient suivi une sorte de cursus honorum, ou des anciens grands militaires, des anciens grands généraux. Et alors, c'est pas Trump qui s'est fait réformer au Vietnam pour ses épines calcanéennes, qui a été un grand militaire. Donc il n'est ni l'un ni l'autre. Bon. Deuxièmement, et contrairement à ce qu'on pouvait penser, ou certains espéraient peut-être, c'est que il a été président comme il a été candidat, c'est-à-dire contre le système, c'est-à-dire en parlant fort, en étant grossier, en n'étant pas du tout ce qu'on appelle présidentiel. Il n'a pas du tout été présidentiel, ça ne le gêne pas du tout d'insulter la patronne de la Chambre, alors qu'il lui rend bien, Pelosi. Donc voilà, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas du tout présidentiel. On a eu ce paradoxe avec lui d'avoir un président non présidentiel, dans le style, dans la façon d'être. Bon. Et donc forcément, ça change le paradigme, parce que si la fiction doit s'en emparer, on doit concevoir maintenant qu'il peut y avoir des présidents comme Trump, et qui ont été élus démocratiquement et qui ont été choisis pour ce qu'ils sont, justement. Et donc ça devient difficile à intégrer dans une série. Et je vais vous prendre un exemple récent. Là où ça devient difficile pour les scénaristes aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est totalement anecdotique, mais c'est quand même... Le New York Times et Maggie Haberman, qui est la plume numéro 1 du New York Times, donc une journaliste politique, vraiment le top de la journaliste politique états-unienne aujourd'hui, a révélé, et généralement bien informé, que Donald Trump, quand il s'est présenté pour la première fois après le Covid, là, au balcon de la Maison-Blanche, il voulait
sortir avec un t-shirt de Superman pour montrer qu'il avait survécu. Et la Maison-Blanche n'a pas démenti. Hein. Est-ce que vous imaginez un scénariste mettre ça? Un scénariste qui met ça, tout le monde dit c'est bon, bouffon, dégage. Enfin, bon. Et c'est ça le problème de Trump pour les scénaristes. C'est qu'il faut, envisager maintenant qu'un président comme Trump puisse être président. Et 2, il faut envisager que lui est plus fort dans sa mise en scène que n'importe quel scénariste. Et donc, forcément, ça rend l'exercice beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et juste ma dernière question avant de vous passer la parole rapidement. Est-ce qu'il existe une série sur cette Amérique de Trump ? Alors, il n'y a pas de série sur l'Amérique de Trump encore. En tout cas, pas sur l'Amérique qu'il a élue. Ça, on peut d'ailleurs, et je pense que lui en ferait ses gorges chaudes. Vous savez qu'un de ses grands thèmes, et qui disparaîtra pas même si lui n'est plus président, c'est qu'il représente l'Amérique des campagnes, l'Amérique du Heartland, c'est-à-dire l'Amérique du centre, des petits bourgs ruraux, etc. Et cette Amérique-là, on la voit très peu dans les séries. Sinon, d'ailleurs, par un biais fantastique, ce qui est une façon de la naturaliser, que je trouve assez déplaisante. Mais bon, bref. Y a pas de chronique. Alors, je dirais que une série géniale, si vous l'avez jamais vue, mais une série, si vous voulez comprendre les États-Unis, Friday Night Lights, la série sur le football américain qui se passe au Texas, etc., qui est une exception, où là, on voit une Amérique autre. Bon, mais c'est très rare. Et ça, c'est vrai que cette Amérique-là de Trump, elle est très peu montrée dans les séries, moi, je trouve. Et d'autre part, il y a Trump lui-même. Alors, on a 2 exceptions, puisqu'on a 2 mini-séries. Donc, on a The Loudest Voice, qui est sorti l'année dernière avec Russell Crowe, qui est une mini-série Showtime qui nous parle de Roger Ailes, le patron fondateur de la Fox, qui était un très grand ami de Trump et qui l'a lancé, qui l'a porté sur les fonds baptismaux de la politique. Série passionnante, hein, regardez-la, elle est disponible. Et dans quelques jours, vous aurez donc The Comey Rule, où on voit comment Trump arrive à la présidence et où pour la première fois il est représenté. Il est représenté en fiction par l'acteur Brendan Gleeson, donc on a un premier Trump de fiction. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, je pense que c'est le début d'une longue série qui sera encore plus forte s'il n'est pas réélu, parce que disons qu'on n'aura plus la peur de se mêler du président actuel. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, et moi je finirai là-dessus avant vos questions, c'est que autant les séries avaient été très fortes pour prévoir Obama, président Palmer, quoi. Président Palmer, on se dit, mais c'est qui a copié l'autre avec Obama, hein, parfois. Donc, mais autant les séries n'ont pas vu, n'ont pas senti l'Amérique de Trump et n'ont pas vu et n'ont pas encore représenté Trump. Alors peut-être que justement, The Loudest Voice et The Comey Rule montrent le chemin, et ça va être fait maintenant, a posteriori. Voilà. The Comey Rule, qui est donc une mini-série qui sera diffusée à partir du 29 octobre sur Canal. Donc là, vous allez pouvoir la voir. On passe rapidement à vos questions. Est-ce qu'il y a justement donc des questions? Levez la main. Vous avez vu, personne ne mange personne. Oui. Hop là, au premier rang, juste là. Enfin, au 3e rang, 4e. Je sais compter maintenant. Bonjour. Je voulais savoir, moi justement, je fais une petite aparté du coup sur la politique française et sur les représentations qu'on en fait dans les séries. Justement, dernièrement on a eu Baron Noir, on a eu Parlement qui en parle de manière comique, on a eu Marseille d'une manière ou d'une autre, et est-ce que... Joli. Cette évocation est aussi comique d'ailleurs. Oui, ouais, voilà. Mais alors du coup, je voulais savoir, est-ce que la France a un public pour regarder des séries politiques? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un The West Wing français un jour ou pas? Franchement, moi je vais vous dire, c'est pas parce que je me suis aperçu que Eric Benzekri me suivait sur Twitter ce week-end, créateur de Baron Noir. C'est créateur de Baron Noir. Mais non, mais franchement, vous savez, entre la saison 3 de Baron Noir et The West Wing, je sais pas ce qui est la meilleure série politique des deux, hein, franchement. Et ce que je veux vous dire, c'est que la série 3 de Baron Noir a mis quand même la barre très haut, parce que moi, franchement, alors après, c'est pas mon domaine d'expertise, et là, c'est que simplement en tant que citoyen français, qui a fait des études de politique par ailleurs, c'est quand même très très fort. C'est très très fort et très ancré dans le réel, et c'est assez... même s'il y a un côté dystopique à partir de l'épisode 5, etc., avec la montée de Mercier, c'est quand même extrêmement fort. Donc je ne pense pas que la comparaison soit au détriment de Baron Noir, entre Baron Noir et West Wing. C'est la première chose. La deuxième chose, malheureusement, je pense que l'exemple de Baron Noir, et vous avez dit Parlement aussi, la série comique, Parlement a été diffusé, mais sur l'internet de France Télévisions. Baron Noir, c'est une série Canal, donc Canal reste quand même, de par l'abonnement, c'est comme HBO, Showtime, c'est quand même adressé à une certaine population, c'est pas grand public. Il y a eu une percée dans le grand public avec Les Hommes de l'ombre, il y a 3-4 ans.
Mais justement, on a vu la difficulté. Vous savez que la série, c'est assez... Enfin, le making de la série a été très difficile. Dan Frank a quitté la série après la première saison. Ça a été très compliqué à faire. Et finalement, c'est un peu tombé en quenouille. Parce que faire une série politique, on a eu aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, alors ça a été un gros bide. Voilà, la première présidente française, ça n'a pas marché du tout sur France Télévisions. C'est très compliqué de faire une série politique critique avec du fond adressé au plus large public. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé cette martingale-là. Par contre, Baron Noir a mis la barre très très haut, et à mon sens, la saison 3 de Baron Noir n'a pas grand-chose à envier. Alors, sauf, évidemment, sur le nombre d'épisodes. Mais là, on retrouve les limites de la production française, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens de faire une vraie saison de série de 22 épisodes. Mais par contre, elle a mis la barre extrêmement haut en termes de fiction politique. Mais pour un public restreint. Une autre question rapidement. Oui, juste là. Merci. Merci. Bonjour. Est-ce que, à propos de l'anticipation, vous ne trouvez pas que dans House of Cards, par exemple, avec Frank Underwood ou dans d'autres séries, il y a de l'anticipation sur ce qu'a pu être la présidence Trump ou sur d'autres sujets de politique américaine? Alors, pas du tout. Parce que Frank Underwood... alors, je vais vous dire, je vais être très honnête, je suis un fan de la série britannique. J'ai regardé les premiers épisodes, j'ai dû regarder peut-être la première saison de House of Cards, j'ai vraiment pas accroché du tout. Mais de ce que j'ai vu, Underwood, et c'était calqué sur le modèle britannique, c'est un politicard de métier. C'est un type qui fait de la politique, qui est à la Chambre des représentants, si je me souviens bien. Donc, c'est l'antithèse de Trump. Il ne faut jamais oublier que Trump, c'est l'éléphant dans un jeu de quilles. C'est dans le magasin de porcelaine, pour être plus exact. C'est-à-dire que c'est un type qui n'a rien à voir avec la politique, qui arrive et qui fracasse tous les codes du monde politique. House of Cards, de ce que j'en ai vu, ça ressemblait beaucoup plus à la série britannique, c'est-à-dire un politicien diabolique, mais de métier, qui fait de la politique depuis 30 ans et qui veut la place tout en haut et qui est prêt à absolument tout. Bon, Trump... on peut pas dire que la politique était son rêve. Bon, il a fait des petits coups de sonde en 88, en 2000 avec le Reform Party, etc. Mais c'était pas le projet numéro 1 de sa vie. Et d'ailleurs, la grande question que se poseront les historiens, en tout cas moi je me la pose et j'aimerais bien voir les archives, c'est est-ce qu'il voulait vraiment être président? Ça, faut se rappeler que quand il est élu, ça on a des témoignages quand même, des sources qui se recoupent. Trump est presque aussi surpris que tout le monde et qu'il avait un autre projet et qui était très avancé avec Roger Ailes, c'était de fonder sa propre télé, d'ailleurs. De fonder sa propre chaîne de télé. Donc, bon, voilà. Donc non, je trouve pas que House of Cards ait anticipé du tout Trump. Je trouve qu'il n'y a pas de ressemblance avec ce qu'il est, son projet politique, etc. Alors, s'il y a vraiment 2 petites secondes vraiment pour une dernière question, sinon on peut... Non ? Bon, rapidement. Hop là, oui. Alors, désolé, c'est un peu loin, je suis désolé. Ne cours pas non plus. Et ça sera vraiment la toute dernière question. Je vais essayer de faire vite, bonjour. Alors déjà, ça me fait très plaisir d'entendre parler du président Palmer, parce que 24 heures chrono, pour moi, c'est la meilleure série du monde. Et surtout en termes de série politique, moi j'ai appris la politique, je crois avoir appris la politique avec Scandale, la série. Du coup, je ne sais pas du tout si elle est réaliste, mais en tout cas, moi, la vision que j'ai de la politique, c'est vraiment Scandale et Murder. Alors, déjà, que ce soit très clair entre nous tous, une série où Tony Goldwyn est président ne peut que avoir mon accord. Donc voilà, Scandale, moi déjà d'avoir fait Tony Goldwyn le président des États-Unis, d'ailleurs c'est très drôle parce que Tony Goldwyn, donc l'acteur qui joue le président dans Scandale, est très investi en politique. Vous le savez peut-être, c'est un des héritiers de la MGM, de Goldwyn Mayer. C'est un acteur aussi qu'on a vu il y a longtemps dans Ghost, etc. Mais qui est absolument, qui est très très investi en politique, et beaucoup de gens rêvent qui se lance en politique, parce qu'en plus avec il est quand même très beau garçon, etc. Il pourrait être pas mal en politique, mais il n'a jamais voulu, mais ça a été plusieurs fois évoqué. Moi, de ce que j'ai vu de Scandale, j'en avais vu pas mal, c'est pas moins réaliste pour moi que dans les mécanismes de la politique, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, des conseillers de cabinet, etc. Ça, c'est plutôt assez bien rendu. Après, justement... là où c'est toujours la difficulté, mais c'est vrai aussi pour The West Wing, c'est que pour faire de la fiction, on est obligé de faire des intrigues qui, elles, sont pas réalistes. C'est-à-dire que c'est comme si on avait toutes les apparences du vrai, c'est-à-dire les rapports hiérarchiques, etc. Et après, on fait des intrigues, forcément, on laisse la place à
comment dire, à la fiction et à la part de la fiction. Par contre, je suis désolé, mais Murder, je ne connais pas, donc je ne m'exprimerai pas. Donc voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir très très fort Monsieur Corentin Célin de nous avoir accordé du temps et ses éclairages. Et je vous souhaite une bonne fin de festival à tous. Merci beaucoup.